bienvenue à toutes et à tous. Je vous remercie beaucoup d'être venus, que ce soit physiquement ou en direct sur le Facebook Live des Sentinelles, d'être venus assister à la conférence lyonnaise des Sentinelles qui porte sur comment et pourquoi la prise en charge du cancer est à la fois de plus en plus personnalisée et de plus en plus globale. Donc à l'heure actuelle, c'est vrai que la recherche en cancérologie a fait d'énormes progrès, en particulier avec l'amélioration des techniques qui permettent l'analyse des gènes du cancer. Et par exemple, je vais donner l'exemple du cancer du sein. Il y a plus de 40 ans, la première thérapie ciblée, c'était l'hormonothérapie. Donc il y avait une vision assez binaire du traitement du cancer du sein. Est-ce que le cancer exprime les récepteurs hormonaux? Et en fonction, on donnait ou pas l'hormonothérapie. Et puis vous allez voir que maintenant, depuis plusieurs années, on regarde un troisième récepteur. Et puis là, depuis plusieurs, même mois, on regarde un quatrième récepteur, cette fois-ci qui n'est pas spécialement exprimé par les cellules du cancer, mais les cellules un petit peu à côté. Et puis, surtout maintenant, on cherche à faire une cartographie génomique du cancer, c'est-à-dire on cherche à l'analyser beaucoup plus précisément, à regarder les anomalies de l'ADN directement du cancer, afin de développer des thérapies ciblées complètement adaptées à ces anomalies, à ces gènes qui sont exprimés de manière anormale dans la tumeur. Et donc ça nous sera exposé par le professeur Isabelle Recoca, qui est professeure en oncologie au Centre Lyon-Bérard et qui est particulièrement reconnue au niveau international par son expertise pour la prise en charge des tumeurs de l'ovaire. Et puis finalement, avant cette vision de la médecine très ciblée, nous allons nous attacher à une prise en charge, à une vision beaucoup plus globale, une prise en charge du cancer global et en particulier aux retentissements sociaux et familiaux de la maladie et en particulier aux aidants. Et cette partie nous sera développée par le docteur Tanguy Leroy, qui est docteur en psychologie à l'université Lyon 2. Et puis la troisième partie, ce sera Guillemette Jacob, donc la cofondatrice des Sentinelles, qui nous fera un point sur les objectifs, les résultats des différentes études auxquelles vous avez participé. D'ailleurs, merci beaucoup. Et puis les perspectives d'avenir des Sentinelles. Donc pour finir, la force de ces conférences, elle est vraiment liée aux échanges qu'on peut avoir, donc médecins, chercheurs et vous-même. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit à l'oral ici en direct, donc avec les petits post-it aussi là, et bien sûr aussi surtout via le Facebook Live. L'idée étant que ces échanges permettent d'apporter vraiment des réponses à la communauté des Sentinelles. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions très personnelles sur votre prise en charge, à les poser lors du pot. Nous serons bien sûr là pour y répondre. Donc encore merci à toutes et à tous d'être aussi nombreux. Donc je vais laisser la parole, 15 minutes, top chrono, donc au docteur Tanguy Leroy pour la première conférence. Merci beaucoup. Je commence par remercier Guillemette et les Sentinelles de m'avoir permis en fait, d'être présent ce soir et de vous parler. Alors de quoi je vais vous parler effectivement en fait, d'une prise en charge plus personnalisée et plus globale du cancer d'un point de vue en fait, psychosocial. L'idée en fait ici c'est effectivement de s'intéresser au retentissement de la maladie au-delà en fait de ce que ça provoque en fait sur le plan médical, mais évidemment ces retentissements sur le plan familial, sur le plan social. Et vous allez voir en fait que j'ai un prisme, désolé d'avance, j'ai un prisme qui fait que je ne vois les choses personnellement en général que d'un point de vue émotionnel. Et du coup je vais vous parler d'émotions ce soir. Alors d'abord en fait, des choses que vous savez mieux que moi, vous connaissez mieux que moi en fait, c'est justement d'abord l'idée en fait que évidemment découvrir qu'on est malade, découvrir qu'on a un cancer, c'est de l'ordre du tsunami en fait, pour soi, et aussi pour son entourage. Peut-être commencer par rappeler quelque chose d'assez simple, d'assez évident, mais ces retentissements sont extrêmement variables d'une personne à l'autre, et elles sont très dépendantes du statut en fait, de la personne malade au sein de sa famille. C'est-à-dire que quand on est parent, c'est pas pareil que quand on est enfant, et les retentissements en fait, quand on a un enfant malade, c'est pas pareil que quand on a un parent malade, par exemple. Donc ça c'est quelque chose que vous imaginez bien évidemment, mais ça veut dire en fait que ces retentissements dont je vais vous parler ici, en fait, qui arrivent juste derrière, sont très génériques et que évidemment en fait comprendre les impacts du cancer sur soi, sur l'entourage, ça nécessite d'abord de comprendre quels sont les rôles de la personne dans son entourage social et familial. Alors ces impacts, j'en ai mis quelques-uns, j'ai pas tout mis.
encore une fois parce que ils sont extrêmement nombreux, extrêmement variables. Mais ce que vous imaginez en fait en premier lieu, c'est évidemment un impact du cancer sur la santé et la qualité de vie, à la fois de la personne qui est malade, mais aussi celle de son entourage proche, notamment en fait en termes de dégradation de la qualité de vie, d'altération de la santé physique, mais aussi souvent des réductions du sommeil, des réductions d'appétit, des symptômes qui apparaissent en fait y compris chez les aidants familiaux. Alors pour développer un peu, on se rend compte en fait que les retentissements vont au-delà de la santé objective ou subjective. On a aussi des retentissements évidemment sur les activités professionnelles, d'abord de la personne qui est malade qui est souvent en fait obligée en fait d'arrêter au moins temporairement son activité professionnelle ou de la réduire très fortement, mais aussi en fait parfois de ses aidants familiaux, de ses proches qui doivent ajuster, qui doivent composer, qui doivent réduire leur temps de travail. Alors je vous passe les détails, mais tout ça peut aussi avoir un impact bien sûr sur l'équilibre financier du foyer. Donc il va falloir réussir à préserver en fait malgré la difficulté. Bon là on est encore sur des choses qui sont assez tangibles en fait et sur lesquelles on a des moyens d'action qui ne sont pas forcément évidents, ne sont pas forcément simples, mais sur lesquels on peut travailler. Et il y a d'autres choses qui sont plus compliquées à la fois pour les patients, qui sont plus compliquées aussi pour leurs proches. C'est justement l'impact de la maladie sur les activités personnelles, sur les activités notamment de loisirs, ce qui fait plaisir dans la vie, avec une nécessité souvent en fait, de réduire le temps qu'on va accorder à ces loisirs quand on en a encore envie. Des fois, on n'a même plus envie de rien en fait. Il y a un certain nombre de projets en fait, qu'on avait qui d'un coup n'ont plus de sens pour nous, pour soi en tant que malade, pour les proches qui sont autour de nous. Ça va aussi impacter du coup les relations qu'on a aux autres, parce que parfois ils vont plus en fait, comprendre pourquoi on réagit de cette manière-là, ou on n'arrivera plus à comprendre pourquoi eux ils se comportent de telle manière avec nous. Donc des relations qui peuvent être perturbées, qui peuvent être compliquées, et puis surtout en fait un équilibre psychologique, un équilibre émotionnel qui évidemment est fortement mis à mal, et c'est là-dessus que je vais insister à partir de maintenant. Cet équilibre psychologique, cet équilibre émotionnel, on se rend compte qu'il est mis à mal parce que le cancer a un certain nombre d'impacts au plan émotionnel, notamment ce que vous ressentez d'emblée, c'est cette espèce d'émotion, de tristesse, d'angoisse, de colère qui est envahissante, quelque chose qui s'impose à nous, en fait, qui parfois nous dépasse, donc quelque chose d'assez envahissant, des gens qui se disent inconsolables en fait, pendant un petit moment. Et puis en fait des pensées obsédantes, l'idée en fait que ça revient sans arrêt sous le foyer attentionnel. On a du mal en fait à penser à autre chose. Alors c'est vrai pour les patients, c'est vrai aussi pour les proches, qui du coup sont assaillis par l'information et qui ont du mal à passer à autre chose. En dehors de ces deux aspects-là, en fait, il y a aussi du coup, on observe une diminution de l'estime de soi, avec l'idée de qu'est-ce que les autres vont penser de moi en fait. Comment ils vont me voir maintenant, je ne veux pas être le cancéro de service en fait. Des questions autour de l'isolement et de la solitude avec beaucoup de patients qui me disent moi j'en avais marre en fait, on m'appelle au téléphone pour me demander comment ça va, non ça va pas en fait. Et j'en ai marre qu'on m'appelle pour ça, c'est insupportable. En fait, et finalement, des gens qui se coupent tout doucement en fait, de leur réseau amical parce que ça devient insupportable, parce que les conversations du quotidien ne nous intéressent plus et parce que dire en fait comment ça va, on n'a plus envie en fait. Donc un retentissement en fait, qui est aussi au niveau social, au niveau des relations, avec une privation finalement des autres. Et ça s'accompagne d'un sentiment de solitude. Des fois, on a l'impression d'être seul en fait, dans sa détresse, seul face aux événements en fait, et que personne finalement autour de nous ne peut comprendre ce qui est en train de nous arriver. Et puis, avec ça, évidemment, un sentiment d'impuissance, parce que on vient de vous apprendre que vous avez un cancer. Et là, on vous dit, vous allez aller à tel endroit, vous allez passer tel examen, vous allez recevoir tel traitement, et on vous demande à peu près jamais votre avis. En fait, on vous dit, c'est comme ça, il faut le faire, il faut suivre en fait. Il faut suivre, et vous n'avez de contrôle sur rien ou pas grand-chose. Alors c'est un peu faux ce que je dis, dans les faits c'est pas complètement vrai, heureusement on a un petit peu de contrôle. Mais en fait, souvent les gens nous décrivent un sentiment d'impuissance, et c'est vrai encore plus chez les proches, qui se sentent démunis, qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas comment aider le malade à s'en sortir, en fait, à faire face à ces trucs-là. Alors la bonne nouvelle c'est qu'eux, ils ont la possibilité au moins de vous accompagner à l'hôpital, d'être là, d'être présent. C'est à peu près souvent le seul moyen d'action qui leur paraît le plus évident. Le troisième niveau, en fait, là je vais en profondeur en fait, dans ce qui se passe. Le troisième niveau, en fait, c'est quelque chose qui concerne la perte des repères. C'est là en fait que le retentissement du cancer est le plus difficile, le plus douloureux. C'est probablement en fait parce qu'il met à mal un certain nombre de croyances qu'on avait sur soi-même, le sentiment de la vulnérabilité en fait qu'on a tous jusqu'à ce que on nous apprend en fait qu'on est malade. Donc des représentations de soi en fait,
les croyances qu'on a sur le monde dans lequel on vit, sur les autres, c'est vrai aussi pour les proches. Les proches qui d'un coup en fait se rendent compte que bah non, c'est compliqué en fait, que finalement ce que je croyais comme immuable ne l'est pas. Du coup, bah, il y a une vraie mise à mal des croyances qu'on a sur le monde dans lequel on vit, sur l'avenir qu'on s'était préparé. Et c'est probablement ça qui est le plus destructeur finalement dans la maladie. Et avec l'idée en fait que cette perte de repères s'accompagne d'une perte des motivations, des buts. Parce qu'on avait prévu plein de trucs. On avait imaginé en fait une retraite tranquille, en fait, voilà. Et puis en fait non. Hein. En fait, on vous apprend que ce ne sera pas comme ça. Que en fait les objectifs que vous étiez fixés, vous ne pourrez pas les atteindre. En tout cas pas maintenant. Qu'il va falloir remettre à plus tard un certain nombre de projets. Alors c'est vrai évidemment quand vous êtes en retraite, c'est vrai aussi a fortiori si la maladie vous touche à un âge assez jeune. Par exemple, en fait, j'avais une patiente qui m'a raconté qu'elle avait un désir d'enfant, en fait, que ça fait un moment qu'elle se préparait à ça, et puis d'un coup on lui dit bah là ça va pas être possible en fait. Et c'est très compliqué. Évidemment, là pour le coup on est sur des objectifs de vie en fait qui sont extrêmement douloureux à abandonner en fait. Du coup, on est là, pour moi en fait, c'est pour ça que je vous parle de profondeur, c'est qu'on est ici sur des choses qui sont extrêmement douloureuses à appréhender, à accepter, à travailler. Et c'est probablement de là que vient le bouleversement émotionnel dont je parlais juste tout à l'heure. Alors qu'est-ce qui se passe en fait, concrètement? D'où ça vient tout ça? Pourquoi est-ce que ces croyances qui s'avèrent bouleversées nous perturbent à ce point-là? Eh bien simplement parce qu'on est doté d'une espèce de contrôleur dans notre cerveau, dans notre tête. Il y a un contrôleur qui vérifie en permanence que la vie que vous menez, la vie que vous vivez, ce à quoi vous êtes confrontés, est plus ou moins en cohérence avec vos valeurs, avec vos projets, avec vos buts, avec ce à quoi vous croyez, avec vos référents à vous. Ce truc-là contrôle en permanence que les directions que vous prenez, les décisions que vous prenez dans la vie, sont en adéquation avec vos valeurs, avec vos projets, avec vos buts. Et puis quand ça ne va pas, quand il y a une inadéquation, quand à un moment donné, en fait, pour une raison ou une autre, eh bien, en fait, la vie vous impose des situations qui mettent à mal vos projets et vos valeurs, eh bien, en fait, ça génère un signal d'alerte. Un signal d'alerte qui est très fort, qui est ici pour la forme de la détresse, qui au quotidien pour la forme d'une émotion, d'un petit peu de peur, de stress, d'angoisse. Hein. Mais c'est vrai qu'en fait, pour le cancer, comme tout ça est très très fortement mis en danger, du coup, on est sur une émotion très très forte, qui est de l'ordre de la détresse. Et évidemment, en fait, ce qu'on vous dit, quand vous rentrez dans la maladie, en tant que proche ou en tant que patient, c'est qu'il va falloir faire face. Il va falloir vous battre. Et ça, c'est assez dur à entendre, parce que du coup, il va falloir faire des efforts. Alors non seulement, en fait, on vous donne pas la tête, mais en plus, on vous dit, maintenant, il va falloir faire quelque chose. De quoi on parle? Il y a plusieurs façons, en fait, de réduire cette détresse. Alors nous, en fait, en psychologie, on appelle ça le coping. Je vous le dis parce que peut-être vous l'avez déjà vu passer, en fait, notamment dans les études Satinel, on vous demande des questions sur comment vous ajustez au quotidien, comment vous faites face, comment, en fait, finalement, vous copez avec le stress au quotidien. Du coup, c'est pour ça que je vous ai mis le terme là. Alors comment est-ce qu'on fait face à la détresse? Comment on réduit la détresse? Eh bien, l'une des façons de réduire la détresse, c'est simplement, en fait, de bloquer ce contrôleur d'autorégulation, en fait. C'est de lui dire, tais-toi. Je ne veux plus t'entendre, en fait. Et pour ça, en fait, les médecins ont des remèdes miracles, des petites pilules, qui permettent en fait de bloquer ça. Alors temporairement, ça ne marche pas très longtemps, mais des fois c'est ça aide, en tout cas c'est peut-être pas suffisant, mais ça aide à supprimer en fait ce contrôleur, à le bloquer pour réduire la détresse. Alors je parle évidemment ici des anxiolytiques, des antidépresseurs, etc. Il y en a d'autres, des mécanismes qui permettent de bloquer le contrôleur, c'est parfois la distraction. Parfois le fait de penser à autre chose, de vous mettre devant votre série télé en fait, qui vous anesthésie le cerveau, vous ne pensez à rien pendant ce temps-là en fait, et ça vous fait du bien. Vous allez voir vos amis, ils vont vous raconter des blagues, ils vont vous faire penser à autre chose pendant au moins 1 heure. Et bien ça va vous permettre de réduire la détresse pendant 1 heure. Le problème, c'est que cette stratégie-là, elle a rarement des conséquences durables dans le temps. Parce que ça marche bien tant que vous êtes avec vos potes, ça marche bien tant que vous prenez en fait, le médicament, et puis quand vous arrêtez, la détresse revient puisque le contrôleur se remet à parler. Ça va Du coup, il y a d'autres façons de réduire la détresse plus durablement. L'une des façons les plus évidentes, c'est d'agir a priori. Ce serait de pouvoir agir pour modifier votre situation, modifier ce à quoi ressemble votre vie aujourd'hui, pour la mettre davantage en conformité avec vos projets, vos buts et vos valeurs. Néanmoins, je vous le disais tout à l'heure, le problème du cancer, c'est qu'en général, il vous met dans une situation où l'action est rarement possible, à part effectivement vous rendre aux examens quand on vous le dit, prendre bien le traitement quand on vous le dit, en fait, et ne rien rater. Votre champ d'action est relativement limité.
Alors il y a quand même quelques actions qui vont vous permettre en fait, de faire en sorte que votre vie aujourd'hui soit quand même plus agréable. Par exemple, on a dû vous dire en fait que autant que faire se peut, il faut maintenir une activité physique, par exemple. Histoire en fait de effectivement faire en sorte que par l'action, on arrive à améliorer ses qualités de vie. Donc il y a quelque chose à faire quand même. Je ne dis pas qu'on ne peut rien faire, il y a 2-3 trucs à faire, mais c'est vrai qu'on est sur une pathologie, malheureusement, en fait, les champs d'action sont relativement réduits. Ce qui veut dire en fait que souvent, c'est une maladie qui va impliquer en fait, d'avoir recours à d'autres types de stratégies. Et c'est la bonne nouvelle, on a au moins 2 autres. La première, c'est ce qu'on appelle la réévaluation. Si on ne peut pas agir, alors on peut au moins penser. À défaut d'agir, on peut penser, on peut réfléchir, cogiter. Et une des stratégies consiste à repenser sa vie d'aujourd'hui. Peut-être se rendre compte que finalement, cette vie qu'on a eue, elle était peut-être finalement complètement en adéquation avec nos valeurs. Et que là, le concept peut-être, c'est un signal d'alerte qui nous dit, mais là, il faut peut-être profiter davantage. C'est ce que nous disent certains patients. Donc on réévalue en fait notre situation pour nous dire, finalement, en fait, c'est peut-être un mal pour un bien. Des fois, j'entends ça. Alors c'est compliqué parce qu'évidemment, c'est un mal très connu. Mais des fois, on entend en fait ce genre de choses où finalement on trouve du positif dans le négatif, histoire de remettre les choses en conformité avec ce à quoi on est attaché en fait. L'autre stratégie de réévaluation, donc c'est la quatrième, ça consiste souvent à repenser en fait ses valeurs, à reprioriser sa vie en fait, à se dire justement, j'ai mis trop d'importance, trop de temps dans mon travail par exemple. J'ai passé beaucoup trop de temps, je ne me suis pas assez occupé de mes enfants, j'en ai pas assez profité en fait, et là finalement il y a un signal d'alerte qui me dit il faut maintenant que je profite d'eux au maximum. Et du coup, le travail, c'est plus ma priorité. En tout cas, je vais faire en sorte que ce soit moins envahissant dans ma vie, par exemple. Donc, un certain nombre de choses comme ça qu'on peut réévaluer sur ce à quoi on croit, en fait, ce qu'on croyait, pour mettre les choses davantage en conformité avec notre nouvelle situation. Évidemment, je vais rester là-dessus, évidemment, en fait, ce travail de réévaluation, que ce soit en fait de ma vie d'aujourd'hui ou de mes croyances, c'est extrêmement compliqué. Dans certaines situations, les gens parlent, les psychologues parlent du deuil. En fait, ça, c'est faire un deuil finalement. C'est accepter que ce qui était vrai à une époque ne l'est plus aujourd'hui. Concrètement, en fait, ce travail-là consiste à effectivement assimiler l'information. Vous êtes malade, effectivement, ça sera pas si simple en fait demain que ça l'était hier. Probablement qu'il y aura peut-être des choses qui vont vous angoisser. Peut-être qu'il y a un certain nombre de parcours de soins en fait, qui vont être extrêmement envahissants dans votre vie, etc. Il y a plein de trucs que vous ne pourrez plus faire. Et du coup, c'est douloureux, il faut accepter ça. En fait. C'est pas si simple d'accepter. On parle d'assimilation aussi. C'est pas très simple. Et puis la deuxième chose, ça va être justement du coup d'accommoder. Une fois qu'on a accepté que les choses sont vraies, une fois qu'on a accepté en fait que nos croyances sont erronées, eh bien il faut modifier en fait ce qu'on croyait pour les rendre davantage en conformité avec notre nouvelle vie, celle qui va démarrer à partir d'aujourd'hui. Ce travail, évidemment, en fait, vous le faites parfois seul, souvent seul quand vous êtes avec vous-même, mais vous pouvez le faire aussi en compagnie de vos proches. Vous pouvez le faire parfois quand les proches ne sont pas aidants ou quand ils ne permettent pas en fait, de faire ce travail-là avec un psychologue ou avec les associations de patients qui vont vous permettre en fait, de penser les choses un peu différemment, de faire le fameux pas de côté qui est nécessaire en fait, ici dans cette maladie. Pourquoi c'est important en fait? Parce que du coup vous allez restructurer de cette manière-là ce que vous croyez, et notamment vos projets, vos buts, vos valeurs, etc. etc. Et on a par exemple en fait, un certain nombre de patients qui en rémission nous disent finalement cette maladie me fait prendre conscience. Ça fait prendre conscience qu'il y avait des choses qui étaient importantes dans la vie et c'est comme s'il y avait une deuxième chance, en fait, une deuxième vie que je vais pouvoir construire sur la base de ces valeurs finalement que j'ai retrouvées. Alors là je vous parle évidemment de ce qui est simple. Malheureusement c'est pas si simple, c'est pas évident de faire tout ça. C'est bien pour ça que parfois on a besoin d'être accompagné. Je reviens maintenant sur les proches, sur les gens qui sont là près de vous pour vous aider à faire ce travail-là. Ici en fait j'ai schématisé juste ce que je vous ai dit jusque-là. On a un individu en fait, qui va mettre en place des stratégies pour essayer d'aller mieux, et puis ça va aboutir dans le meilleur des cas à une restructuration de ses valeurs, de ses croyances, de ses buts, de façon à réduire sa détresse. Okay. Quand il va avec ses proches, nous on parle en psychologie de partage social. Je vais raconter en fait ce que je vis, je vais dire en fait pourquoi c'est difficile pour moi,
Alors évidemment, ça commence par dire en fait, bah, je suis malade, voilà ce que le médecin m'a dit, voilà les traitements. Et dans le partage social, en fait, on inclut l'idée en fait, que ce qu'on va partager, c'est aussi ce qu'on ressent. Qu'est-ce que je ressens? Bah, ça me fait peur. Ça me fait peur, ça m'angoisse, j'ai peur, je suis triste, je suis en colère aussi. Et l'idée, c'est qu'on va partager ça avec les gens qui sont autour de nous. Évidemment, quand les gens qui sont autour de nous entendent ce genre de choses de notre part, comme ils sont attachés à nous, ça les fait réagir. Évidemment, ils vont avoir aussi de l'émotion et ils vont eux aussi réguler leurs émotions. Ils vont aussi mettre en place des stratégies pour faire face à leur propre détresse, de savoir que vous êtes malade et que vous avez peur. Donc eux aussi vont restructurer leur projet, leur but, leurs croyances, etc. En général, en plus de s'auto-réguler, ils vont mettre en place un certain nombre de stratégies pour essayer de vous soutenir. C'est aussi pour ça en fait, que dans certains questionnaires qui passent sur les Sentinelles, on vous parle de soutien social. Comment est-ce que les gens autour de vous étaient présents pour vous aider en fait, dans les moments les plus difficiles. On parlera de soutien social concret, instrumental, c'est quand les gens vous aident concrètement, ils vous emmènent à l'hôpital, ils sont là près de vous en fait, pendant la chimiothérapie par exemple. Un soutien social émotionnel, où en fait on vous prenne dans leurs bras, en fait ils vous disent t'inquiète pas, ça va aller, je suis avec toi, en fait ils vous prennent la main, etc. Ou un soutien social informationnel où ils vont vous aider en fait à structurer votre pensée, en fait, à penser les choses différemment, à faire ce pas de côté dont je parlais tout à l'heure. Alors ça évidemment c'est dans le meilleur des cas. Où les gens sont capables de vous d'apporter soutien, mais c'est pas forcément évident, c'est quelque chose qui est extrêmement douloureux à faire pour eux. D'ailleurs, peut-être que eux, en fait, ils vont vous dire, mais là, moi j'ai peur pour toi, en fait. Du coup, ça veut dire qu'ils vont partager en retour leurs émotions, et ça va peut-être être à vous, en tant que patient, de les soutenir. On est bien dans une relation, en fait, qui est, on appelle ça dyadique, c'est pour ça que j'ai marqué coping dyadique là-haut. On est bien dans une relation où, en fait, on va s'aider mutuellement, en fait, on va se soutenir mutuellement. C'est rarement en fait unilatéral, heureusement. On est dans une relation, ça se fait à deux quand même ces choses-là. Et puis en fait à 3, à 4, à 9, selon en fait, le nombre de gens avec qui vous partagez. Néanmoins, en fait, la difficulté c'est que parfois on se dit mais je suis pas sûr en fait que mes proches soient capables de gérer ça en fait. Mon enfant, je suis pas sûr qu'il soit capable d'entendre ce que je ressens, les retentissements pour moi, à quel point j'ai peur. Je suis pas sûr qu'il sache gérer. Je suis pas sûr non plus en fait qu'il soit capable en fait de restructurer ses projets. Mon mari, j'ai pas envie moi qu'en fait d'un coup il pense différemment nos projets d'avenir à deux. J'ai pas envie en fait que d'un coup il ait une image différente de moi. Est-ce qu'il est capable de le faire? Est-ce qu'il est capable en fait finalement de restructurer les choses dans un sens qui me sera acceptable? Je suis pas sûr. Et pour toutes ces raisons-là, en fait, certaines personnes s'interrogent sur qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que je peux dire? Est-ce qu'il y a des choses que je dois garder pour moi? Finalement, tout n'était pas pour moi dire, en fait, dans une relation. Peut-être que, des fois, vaut mieux que je ne partage pas. Évidemment, alors j'ai pas de solution, moi, je ne peux pas vous dire, en fait, qu'il faut partager à tous les coups. Par contre, en fait, ce que je peux vous dire, c'est qu'on connaît les conséquences de l'absence de partage. On sait, en fait, que quand les gens gardent les choses pour eux, ça a des conséquences qui sont assez redoutables, puisque ça génère, en fait, une restructuration différenciée des priorités, des buts dans la vie. Parce que si vous ne partagez pas, vous allez quand même vous adapter. L'autre qui sait en fait quelle est votre situation, il va quand même s'adapter. Et malheureusement, si on s'adapte tous les deux en fait dans notre coin sans partager, il est possible que du coup on prenne des chemins séparés de mon image là-haut. C'est-à-dire qu'on va avoir des idées qui vont être un peu différentes. Par exemple, il y a beaucoup de patients qui sont en rémission qui nous disent mais c'est terrible parce que en fait, maintenant que je suis en rémission, maintenant que les traitements sont terminés, tous mes proches, en fait, ils ont l'impression que tout va redevenir comme avant. Mais sauf que c'est plus comme avant. Parce que moi, j'ai vu la vie différemment. Parce que je la vois désormais différemment. Parce que j'ai plus envie de ça, en fait. Or, eux, peut-être que eux, ils n'ont pas fait ce chemin-là. Peut-être qu'ils n'ont pas vos priorités à vous, en fait. Qu'ils n'ont pas eu le temps, en fait, ou qu'ils n'ont pas eu la possibilité, en fait, de se structurer de cette manière-là. Et ce qui veut dire qu'on est en train de creuser un écart, finalement, entre le patient et ses proches. Et ça, en fait, c'est un risque, évidemment, important, en fait, de délitement de la relation. On n'arrive plus à se reconnaître, on n'arrive plus à être ensemble parce qu'on n'a plus les mêmes projets de vie en fait. Du coup, en tant que psychologue, la seule chose que je peux vous dire moi, c'est qu'en fait je crois au partage, que c'est difficile, que c'est quelque chose qui est compliqué, parce qu'on a envie de préserver les autres, évidemment, mais qu'en même temps, si on ne partage pas, en fait, on ne peut pas vivre ensemble. Donc là, on va arriver à un moment où ça sera compliqué. Du coup, en fait, mon idée à moi, c'est probablement de promouvoir le partage, et peut-être que ça peut se faire avec l'aide d'autrui. Peut-être que la consultation peut se faire non pas seule, la consultation d'un psy peut se faire non pas seule, mais à deux par exemple, avec mes proches.
pour qu'ensemble on apprenne à se parler, en fait, parce que c'est pas si évident. Et je termine, en fait, je sais que je suis hors timing déjà, je termine juste par un plaidoyer en fait, pour la recherche sur ces sujets-là, en fait. Parce que tout ce que je viens de vous dire là, c'est quelque chose qu'on sait, qu'on imagine, qu'on devine, sur la base en fait, de recherches qui sont assez fondamentales sur ce que c'est qu'une émotion, comment on la gère, les traumatismes, les syndromes de stress post-traumatique, etc. Néanmoins, en fait, dans les faits, la recherche en cancérologie, elle a mis plus de temps que ça à se développer, en fait. On n'est pas encore complètement arrivé là où je viens de vous dire. Concrètement, ça fait un petit moment en fait, qu'on s'intéresse à la façon dont les caractéristiques du patient modifient sa qualité de vie. On a fait beaucoup d'études sur il a pris tel traitement, etc. Ça a amélioré sa qualité de vie. Ça, c'est très longtemps qu'on fait ça. Depuis plus récemment, mais ça fait une vingtaine d'années, systématiquement, presque maintenant, on se dit en fait que le lien entre les caractéristiques du patient et sa qualité de vie dépendent de ce qu'on appelle le coping, de ce que je vous parlais tout à l'heure, de comment les gens s'ajustent au quotidien. En fait, c'est pas si évident, le lien n'est pas direct, c'est pas parce que vous allez avoir telle prise en charge que votre qualité de vie va forcément s'améliorer. Ça dépend de comment vous gérez ça. En fait. Donc ça fait un petit moment, ça fait une vingtaine d'années qu'on parle de ça. Plus récemment, depuis une dizaine d'années maintenant, en fait, on s'intéresse au coping diadique, au partage, au soutien social. Comment les gens font entre eux, en fait, au quotidien, dans leur famille, dans leur réseau, dans leur foyer. Comment ils se gèrent, comment ils s'entre-gèrent mutuellement, en fait. Et évidemment, avec l'idée que ça dépend des caractéristiques des proches aussi. Parce que si on n'a pas un conjoint autour de nous, il va falloir s'appuyer sur quelqu'un d'autre qui n'a pas forcément les mêmes caractéristiques et les mêmes ressources pour vous aider. Donc c'est pas forcément évident. Évidemment, ça dépend des caractéristiques du réseau social, et notamment, donc ça c'est des recherches qu'on a amorcées il n'y a pas très longtemps, en fait, il y a quelques années, avec l'idée en fait, que dans certaines familles, par exemple, il est très facile de parler des émotions. Dans certaines autres, c'est pas possible, parce qu'on n'a pas appris à le faire, parce qu'on ne sait pas comment se dire les choses, on ne sait pas comment se dire qu'on est triste ou qu'on a peur, on ne l'a jamais fait. Et du coup, en fait, ces caractéristiques de la famille, par exemple, vont avoir un impact, évidemment, sur tout ce que je viens de dire là. Et in fine, en fait, la qualité de vie et la santé. Et là où on en est aujourd'hui, en fait, ce que je viens de vous dire là, ce qu'on va tester prochainement, c'est l'idée en fait que ce coping, qu'il soit individuel ou diadique, il va modifier en fait vos valeurs, vos priorités de vie, ce à quoi vous croyez profondément en fait, l'un comme l'autre, vous en tant que patient, les autres en tant que vos proches, et que ça va avoir un retentissement sur votre qualité de vie, mais aussi sur la qualité de vos relations aux autres. Les deux étant intimement liés, en fait, si on veut protéger votre qualité de vie, votre santé, il est indispensable qu'on protège aussi le lien que vous avez avec les gens qui sont autour de vous. Et du coup, l'idée, en fait, c'est probablement de travailler davantage aujourd'hui à un meilleur accompagnement, en fait, non seulement des patients, mais aussi en fait, de leurs proches et de la diade patients proches, en fait, au sein des hôpitaux, au sein des services, pour faire en sorte que, effectivement, ce lien soit protégé en fait, au cours de la maladie et que vous évoluiez ensemble et non pas séparément. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, très prochainement, vous verrez passer sur les Sentinelles une offre de participation à une étude qui concerne la vie, en fait, après le cancer, 5 ans, enfin un peu plus, largement après le cancer, où en fait on va tester ce genre de choses et notamment cette repriorisation en fait, des objectifs de vie. En fait. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Tanguy Leroy, d'avoir vraiment fait le point et nous avoir montré l'importance en fait de la prise en charge et du patient, mais aussi de tout son entourage. On voit que c'est quelque chose d'important et pas simple. Je pense qu'on s'améliore de plus en plus, qu'on prend en charge de plus en plus les aidants et l'entourage. Normalement, ça devrait marcher. Et moi, je vais me balader si vous avez des questions pour vous donner le micro dans la salle. Il y a Lydia Delrieux et Guillemette qui sont aux manettes du Facebook Live, donc il ne faut pas hésiter à continuer à envoyer vos questions en direct. Et puis on va aussi prendre, je pense, des questions, Lydia nous en posera. Mais est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle ? On essaiera de répéter les questions pour que les patients qui sont en direct les entendent. Voilà. Comment faire lorsqu'on a un cancer et qu'on est patiente, enfin soi-disant patiente, moi je m'appelle malade plutôt, je suis malade pas patiente.
dont le conjoint a un triple pontage en même temps. Voilà, qu'on habite la montagne, qu'il neige plein temps et que voilà, on est en traitement et qu'on n'a personne pour nous aider. Voilà, donc j'y suis arrivée. D'autre part, c'est bien ce que vous dites là, mais je suis multicancéreuse, cardiaque. J'ai les séquelles, les complications à long terme de la maladie de Hodgkin. Et j'ai eu un cancer du sein consécutif à la radiothérapie. Voilà. Et donc, j'ai réussi à surmonter tous mes cancers grâce au sport. Voilà, au sport, et puis surtout pas s'apitoyer sur son sort. Je ne me suis jamais apitoyée sur mon sort. Voilà, j'ai toujours. Il faut foncer, quoi. Il faut essayer de surnager. Voilà. C'est l'instinct de survie, disons. Voilà, on ne se pose pas de questions. C'est bien beau tout ça, mais bon, voilà. Il faut survivre. Hein, et puis. Alors, je vais essayer de répéter la question, vous me direz hein, si je transcris votre ressenti. Vous avez vous-même un cancer du sein avec différents autres problèmes de santé, puis peut-être que votre aidant direct, qui était votre conjoint, avait lui-même aussi des problèmes de santé. Vous êtes isolé géographiquement. Et là se pose aussi la question de l'environnement, de l'entourage, voilà, et peut-être aussi de l'aidant qui peut... de l'aidant direct on penserait être votre conjoint, qui lui aussi, vous avez d'ailleurs peut-être été aidante de votre conjoint. Oui, tout à fait. En même temps, j'étais aidante et à la fois patiente. Enfin, patiente malade. Oui, effectivement, vous avez une situation qui est complexe, en fait, mais qui n'est pas complètement rare non plus, malheureusement. En fait, hein. Effectivement, là, je vous disais, en fait, dans le cas de figure le plus simple, on est malade et on a des gens autour de soi qui ont des ressources pour nous aider. Effectivement, si les gens qui sont autour de nous, en fait, sont eux-mêmes malades, en fait, et n'ont pas ces ressources ou n'ont pas ces ressources, effectivement, la situation devient très compliquée. Et c'est là, en fait, où on a besoin absolument d'une aide extérieure, en fait. Peut-être, alors peut-être pas nous, mais alors peut-être pas absolument d'ailleurs. Mais effectivement, c'est là où on peut avoir beaucoup d'aide extérieure, en fait. C'est là où ça peut être important, en fait, d'avoir des gens autour de nous qui ne sont pas forcément, en fait, des proches, mais peut-être, par exemple, les associations de patients ou ce genre de choses, qui sont des gens qui ont un peu peut-être de distance par rapport à vous, mais qui pourront vous faire profiter, en fait, de leur aide à un moment ou à un autre. Alors je ne dis pas que c'est absolument indispensable. Visiblement, en fait, parce que c'était la partie de votre remarque, hein, c'est qu'en fait, parfois on est capable de se gérer tout seul, en fait. Et parfois on n'a pas besoin de tout ce que je raconte là, on n'est surtout pas besoin d'un psy, et je suis d'accord avec vous, on n'est surtout pas besoin d'un psy, parfois. Ce que je veux dire, en fait, c'est qu'on est tous très inégaux par rapport à ça, en fait. Qu'il y a des gens qui sont très forts, probablement que c'est votre cas, très forts, en fait, pour trouver des solutions, pour aller de l'avant. On n'a pas de choix. Parce qu'on n'a pas le choix, je suis d'accord, en fait. Mais il y a des gens qui n'ont pas le choix et qui, malheureusement, en fait, n'ont pas la possibilité de faire face, qui n'y arrivent pas, en fait, qui tombent, qui sombrent, en fait, hein, qui, du coup, en fait, se retrouvent en consultation à dire qu'ils ne dorment plus, qu'ils ne vivent plus, qu'il n'y a plus rien qui les intéresse, etc. En fait, et ces gens-là, eux, ils ont besoin d'aide. Alors évidemment, on est tous vraiment très inégaux par rapport à ça, et c'est l'une des pistes, en fait, quand je vous parlais des caractéristiques du patient et de ses proches, c'est l'une des pistes qu'on est en train d'investiguer sur qu'est-ce qui fait, en fait, que parfois ça va bien se passer, et parfois ça va pas bien se passer. Bon, pour l'instant, très honnêtement, on n'a pas encore de réponse à cette question-là, en fait. On ne sait pas encore bien qu'est-ce qui fait, en fait, que ça marche ou pas. Effectivement, vous avez raison, en fait, quand on n'a pas le choix, en fait, d'aller de l'avant, eh bien, arrivera un moment où on y passera, en fait. L'idée, c'est quand même pour nous de dire que il faut que ce soit le moins coûteux et le moins douloureux possible pour tout le monde, en fait. Et c'est à ça que nous, on sert. Alors, je ne dis pas que tout le monde a besoin d'un psy, je dis juste que les psys, en fait, peuvent être utiles quand on n'arrive pas à faire face seul, en fait. Alors, je vais laisser la parole à Lydia pour une question du Facebook Live. Oui, donc nous avons une question. Est-ce que vous pourriez expliquer comment ça se fait que le suivi psychologique ne soit pas égal au niveau du territoire français? Je peux répéter la question ou pas? Ou c'est bon? Je pense que c'est entendu là, non? Oui. Bon, alors, la question qui m'est posée, c'est comment est-ce que ça se fait, en fait, que le suivi psychologique ne soit pas égal sur l'ensemble du territoire?
Alors c'est une question à laquelle je ne saurais pas répondre. Probablement en fait que la réponse est probablement quelque chose qui est de l'ordre de l'inégalité en fait, d'accès aux soins globalement territorial en fait. C'est-à-dire que probablement en fait que là où on trouve beaucoup de médecins, on trouve aussi beaucoup de psy, à mon avis. Ça c'est une première piste de réponse. Deuxième piste de réponse, en fait, il s'avère que autant il y a des référentiels de prise en charge médicale, autant il n'existe pas de référentiel de prise en charge en psychologie, en fait, en soins de support, ce qu'on appelle soins de support. Il n'y a pas de référentiel, c'est-à-dire que chaque établissement propose ce que bon lui semble, en fonction de ses propres moyens et de ses priorités. Et effectivement, du coup, il y a des établissements de soins en fait, en France, y compris en dehors des CHU et en dehors des centres de lutte contre le cancer, des établissements de soins qui mettent l'accent en fait, sur des soins de support et qui du coup vont proposer systématiquement une prise en charge psychologique à tous les patients. Alors, on la propose, on ne la pose pas, on va la proposer systématiquement, et d'autres qui ne mettront pas l'accent sur ce genre de soins en fait, et qui du coup vont laisser les patients s'autogérer par rapport à ça en fait, y compris avoir recours au sein de leur territoire à eux en fait, à des individus en libéral, pour peu en fait qu'on trouve des psychologues en libéral en fait, sur le territoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle avant de reprendre une question du Facebook Live? Donc on a une autre question concernant le programme d'éducation thérapeutique que vous avez évoqué. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi consistent ces programmes et comment est-ce qu'ils pourraient accompagner la prise en charge des patients? Alors je ne suis pas sûr d'avoir évoqué la question d'un programme d'éducation thérapeutique. Néanmoins, je peux quand même vous répondre sur l'idée en fait, d'un programme d'éducation thérapeutique. Alors je ne sais pas si c'est thérapeutique le bon terme, puisque c'est plutôt en fait, un programme d'éducation à la santé globale ou à la santé émotionnelle en fait. L'idée en fait, c'est une idée qu'on a pour l'instant dans les tiroirs. Je ne suis pas sûr que ça existe. J'aimerais bien que ça existe, mais vraiment je doute. L'idée ce serait effectivement que probablement, alors on a des preuves en fait de l'efficacité de certains dispositifs. On sait en fait que en quelques séances, parfois en 15 heures simplement, on est capable en fait d'améliorer les compétences émotionnelles des personnes, c'est-à-dire qu'on est capable d'améliorer leur capacité à faire face à leurs difficultés en autonomie. On est aussi capable d'améliorer leur capacité en fait à répondre aux besoins et aux demandes en fait des gens qui sont proches de nous. Ça on le fait grâce à un programme de 6 séances par exemple qui dure 15 heures, qui a pour l'instant été testé en fait de façon expérimentale, mais qui n'a jamais été implanté à ce que j'en sais, n'a jamais été implanté en France et certainement pas en fait, en tout cas dans le cadre d'un programme d'éducation thérapeutique généralisée chez les patients atteints de cancer. Néanmoins, on sait qu'on peut le faire, on sait qu'on peut améliorer la capacité des gens à prendre soin d'eux-mêmes et à prendre soin des autres. Ça demande des moyens. Mais voilà, il s'agit de 6 séances, souvent des séances en groupe, où on travaille sur la façon dont on appréhende ce qu'on ressent, la façon dont on gère ce qu'on ressent et la façon dont on peut communiquer ce qu'on ressent, entendre ce que ressentent les autres et les aider à prendre soin d'eux. Alors il y avait une question pour rebondir, c'est les ETP sont-ils proposés partout? Alors en fait les ETP c'est vrai que ça existe de longue date, c'était au départ, ça a été beaucoup développé sur les maladies chroniques de type diabète ou asthme pour vraiment que les patientes sachent gérer leur traitement. Et donc là il y a en effet une très belle évolution de l'éducation thérapeutique en oncologie où le but c'est au départ, c'était vraiment que les patientes apprennent par elles-mêmes à gérer leur traitement, que ce soit prévenir les toxicités, regarder leur prise de sang et adapter elles-mêmes et savoir réagir assez vite pour améliorer la meilleure tolérance du traitement. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas proposé, je pense, partout, même si c'est en grand développement. Mais l'éducation thérapeutique, donc ça existe pour par exemple les thérapies orales, peut-être que vous en avez entendu parler, mais ça existe aussi, on fait de l'ETP en sexologie, on fait de l'ETP pour l'hormonothérapie. C'est vrai que là où je travaille à l'Institut Curie, on est en train de développer énormément d'ETP. Je pense que dans différents centres de lutte, il y a beaucoup d'ETP qui se mettent en place, mais voilà, c'est en train, je pense, d'augmenter, mais je ne suis pas sûre que ça soit proposé partout. Et c'est vraiment apprendre à la patiente et en groupe à savoir gérer certains traitements, certaines contraintes, certaines difficultés, et l'apprentissage en groupe, ça marche très bien, et souvent c'est les patientes qui trouvent les réponses à la problématique. Donc ça c'était pour l'ETP. Il y avait une autre question. Donc on a des patients qui évoquent un abandon après la fin des traitements, que ce soit par chimiothérapie ou radiothérapie.
et comment est-ce que ces patients-là pourraient être réorientés éventuellement à la fin des traitements et comment arriver à mieux les prendre en charge? Alors effectivement, cette question de l'abandon, en fait, c'est souvent l'abandon en fait, par le corps médical que les patients ressentent. Alors je pense que c'est ça le sens de la question, c'est par le système de soins en fait, qui d'un coup vous dit les traitements sont terminés, en fait, vogue les colères, en fait, et à bientôt. Et c'est vrai que c'est compliqué. Alors c'est beaucoup moins vrai en fait, justement depuis en fait, qu'on met en place des traitements qui sont au long cours, pendant 5 ans, etc. Néanmoins, effectivement, cette sensation d'abandon, comment est-ce qu'on peut y remédier? Personnellement, j'aurais tendance à dire en fait, que ce qui serait profitable pour les patients, ce serait probablement d'investir en fait, les associations de patients. Parce que du coup, en tant que lien en fait, entre l'hôpital et la vie réelle, la vie civile, les associations en fait, sont un très très beau continuum en fait, puisque en fait, elles sont remplies de gens qui sont investis, qui connaissent la pathologie, qui connaissent en fait, les difficultés à la fois en fait, de santé physique et à la fois les difficultés de santé psychologique en fait, qui sont inhérentes au cancer, qui sont implantées à la fois à l'hôpital et souvent aussi en fait, au sein des villes. Effectivement, c'est probablement en fait, un endroit de suivi en fait, qui peut être à mon avis, profitablement investi par les patients, dans le sens où il fait le lien. Alors évidemment, si on n'a pas envie en fait, d'aller vers les associations de patients, et qu'on a quand même besoin en fait, de continuer à parler, en fait, à se confier sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit, si on ne peut pas le faire en fait, au sein de la cellule familiale parce que c'est trop compliqué, encore une fois, en fait, il existe effectivement le recours en fait, ou psychothérapie, ou psychologue en fait, en ligne. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle? Non. Eh bien c'est parfait, merci beaucoup. Donc on va passer à la deuxième partie de cette conférence. Donc j'invite le professeur Isabelle Recoca, et donc qui va nous parler de la médecine personnalisée. Et vous allez voir du grand boom des traitements dans le cancer. Merci beaucoup. Je prends celui-là. Merci beaucoup de votre invitation. J'espère pouvoir répondre à vos questions. La réponse rapide, en quelques mots, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en introduction. On prend une cellule tumorale, on fait une analyse génomique des anomalies et on définit le traitement. Ça paraît tellement facile que ça me paraissait compliqué de vous présenter les choses comme ça, tout simplement. Et je trouve que ce qui est important dans la médecine personnalisée aujourd'hui, c'est de la remettre dans le contexte de la prise en charge de tous les jours. Et vous allez voir qu'en fait, cette complexité, elle est bien plus importante dans le système d'organisation des soins que dans l'analyse des tumeurs en elles-mêmes. Alors, comme souvent avec les médecins, j'espère ne pas être trop technique, mais c'est aussi quelque chose qu'on aime bien. On aime bien vous expliquer comment ça fonctionne en se disant que plus vous comprendrez, plus vous-même vous l'expliquerez aux autres, et plus le niveau de compréhension de la biologie aidera les gens dans leur prise en charge. Donc, si vous sentez que je dérape, vous m'arrêtez. On avait prévu 15 minutes de discussion après. On peut tout à fait les prendre pendant cette présentation. Donc, les enjeux qui sont aujourd'hui pour le soin, pas seulement pour les médecins, c'est vraiment l'organisation des soins, la décomposition des maladies. Il n'y a plus les cancers du sein, mais tout un tas de cancers du sein, et on peut le dire pour l'ensemble des autres cancers. Et puis aussi cette organisation technique qui est, je dirais, le trépied entre les structures de soins, les soignants et le patient, qui aujourd'hui enfin prend une place importante, mais qui du coup nécessite des réorganisations qui n'ont pas été prévues au départ et qui parfois peuvent entraîner quelques complexités. Alors ça c'est une façon illustrée, aujourd'hui on a besoin de beaucoup d'images, on a du mal avec le texte trop, donc j'aime bien mettre des images dans ce que je raconte, mais globalement vous voyez que cette caractérisation des tumeurs va impacter sur les traitements médicaux, va aussi intervenir dans certains types de radiologie. On pourrait parler, si on a un peu de temps, de la radiologie interventionnelle. On a un gros enjeu qui est celui de la chirurgie ambulatoire. Le système de soins nous pousse à une chirurgie ambulatoire où on nous explique que c'est très bien de rentrer tout de suite le soir chez soi, de retrouver les siens, mais il y a quand même une angoisse, et là je pense qu'on pourrait rejoindre la discussion qui a eu lieu avant. Cette radiothérapie qui est nouvelle, et puis aussi dans les soins de support, il y a de la biologie qui vient intervenir et sur lequel on aura peut-être le temps de discuter si c'est possible. Alors ces enjeux de la médecine personnalisée, ils commencent avec les traitements locaux régionaux. Et même si je suis médecin, même si mon corps de métier, ce sont les médicaments,
il faut aujourd'hui que vous ayez bien en tête que reste le traitement local, qu'il soit chirurgical, qu'il soit de radiologie interventionnelle, qu'il soit de radiothérapie, qui est le plus à même de guérir un plus grand nombre de cancers. Donc on est quand même face à ce dogme et qu'il faut garder. Donc on a toute la liste des nouveaux traitements avec la concentration des expertises. Et un des points importants qu'il faut aussi que vous ayez en tête, c'est que cette expertise, aujourd'hui, elle est capable d'améliorer la survie des patients tout autant qu'un nouveau traitement innovant, comme je vais vous montrer tout à l'heure. Et quand vous regardez cette courbe de survie qui parle des sarcomes, vous voyez que quand la prise en charge a été bien faite, conforme au référentiel, eh bien on diminue le risque de récidive ou le risque, là c'est encore plus important, de décès lié au cancer de 60%. Et ce point-là, il faut le mettre en balance. Alors c'est difficile pour vous de le lire, mais il faut le mettre en balance avec ce qu'on est capable d'accepter au niveau d'une société et d'un médicament tel que la chimiothérapie pour le donner à tous les patients. Je m'explique. Sur cette diapositive, on a montré au travers d'études qui ont inclus plus de 1000 patients que la chimiothérapie adjuvante diminuait le risque de récidive, cette fois-ci de 24%. Et pour ces 24% de bénéfices, on a donné de la chimiothérapie à tous les patients. Si je reviens sur ma courbe de survie, on n'a pas donné aux patients l'expertise et la conformité de la chirurgie à tous les patients. Et c'est ça aussi la médecine personnalisée, et c'est ça qu'il faut qu'on garde en mémoire, cette expertise qui est importante pour vous et qui ne pourra jamais s'effacer, même face à toutes les innovations thérapeutiques qui peuvent nous être données. Maintenant, parlons des médicaments qui ciblent les oncogènes, puisque c'est vraiment la symbolique de la démonstration de la médecine personnalisée. Alors, la prise en charge des patients en 2000, c'était une histologie. On regardait au microscope, c'était un cancer du sein, c'était un cancer du poumon, et en face de cette histologie, on mettait des traitements de chimiothérapie. Et vous voyez la représentation, on n'est pas dans les années 80, on est en 2000. Vous voyez que la représentation de la chimiothérapie, finalement, est assez simple. On savait qu'il y avait des chimiothérapies qui impactent sur la membrane, des chimiothérapies qui impactent sur l'ADN, des chimiothérapies qui impactent au moment de la division cellulaire. Et grosso modo, on regarde les faits, on regarde les conséquences et on décidait du traitement. Et puis, on a des chercheurs qui ont beaucoup travaillé et qui nous ont dit non mais la cellule cancéreuse c'est bien plus compliqué, c'est tout ça. Avec tous ces interconnexions entre ces acteurs de la prolifération tumorale, on a l'impression que c'est un plan de métro de Saint-Pétersbourg. Dans la réalité, il faudrait qu'on sache ça par cœur. Et c'est en comprenant ça qu'on va pouvoir proposer des traitements les plus adaptés. Alors, on a quand même essayé de synthétiser, parce que même pour nous c'est compliqué, et on a défini des grandes voies de prolifération tumorale. Et dans ces grandes voies, vous reconnaissez l'inactivation de gènes qui suppriment les tumeurs, c'est l'exemple de BRCA dans le cancer du sein. Vous reconnaissez éventuellement l'angiogénèse qui permet à la cellule cancéreuse de diffuser et d'atteindre d'autres organes. Et puis vous avez ce qu'on appelle l'arrêt de l'apoptose, c'est la mort cellulaire programmée. Toutes ces voies de signalisation sont une forme de personnalisation de la prise en charge des cancers. Et au travers de toutes ces anomalies qui font que la cellule est cancéreuse et qu'elle prolifère, on a réussi à identifier ce qu'on appelle des mutations pilotes fortes par rapport à des mutations qui sont présentes mais qui n'ont pas un poids important dans la prolifération tumorale. Et je vais vous donner un exemple de mutation pilote forte pour vous permettre de comprendre comment ça fonctionne. Cet exemple, je l'ai pris, ce n'est pas un cancer de la femme, ce n'est pas un cancer fréquent, c'est un sarcome qui s'appelle une tumeur gastro-intestinale que l'on retrouve essentiellement dans l'estomac et dans le duodénum. C'est une maladie rare, 1% des cancers digestifs. Ça fait partie de la famille des sarcomes, où là il est relativement fréquent, et ça touche des patients qui ont plutôt entre 60 et 65 ans. Cette maladie, quand elle est localisée et qu'elle est de petite taille, vous voyez, elle impacte la survie des patients, mais pas tant que ça par rapport à la survie de la population générale qui n'a pas de cancer, représentée par la ligne noire.
vous voyez quand même qu'au bout d'un certain temps, on voit qu'elle finit par impacter et qu'elle va diminuer les chances de survie. Mais cette maladie, quand elle est plus avancée, voire quand elle a dépassé l'organe, elle a une survie qui est très mauvaise. Et même quand elle est en maladie, en rechute, la plupart des patients ne survivront pas à l'évolution de cette maladie. Donc on est dans une situation grave. Et à l'heure de mes études de médecine, on n'avait pas de traitement autre que le chirurgien. Et une fois que le chirurgien ne pouvait plus opérer, on n'avait pas d'alternative thérapeutique, la chimiothérapie ne marchant pas très bien dans cette maladie. Et puis, Hirota, qui est un chercheur américain, nous a montré en 1998 qu'il y avait un driver fort qui pouvait expliquer la prolifération tumorale. Et ce driver s'appelle KIT. Vous verrez, en médecine personnalisée, c'est toujours des noms un peu bizarres. Et lorsque KIT est anormal, lorsque KIT est altéré, la cellule de Cajal, qui est à l'origine de ce cancer, se met à proliférer en permanence, sans s'arrêter, et devient immortelle. Alors, une fois qu'on a eu cette information, la première chose qui nous est arrivée avec cette histoire, et c'est pour ça que c'est une belle histoire, c'est qu'on a réussi à avoir accès à des médicaments qui fonctionnent bien plus rapidement que d'habitude. En règle générale, il nous faut entre 10 et 20 ans entre la découverte d'une anomalie, le médicament qui va avec, et la possibilité de traiter l'ensemble des patients. Là, on y est arrivé en 3 ans. Alors, on est arrivé en 3 ans grâce à cette femme, qui est la première patiente qui a reçu ce médicament, et qui l'a reçu dans le cadre, non pas d'un essai thérapeutique, mais dans le cadre de « je comprends le mécanisme d'action », je sais qu'un médicament est en train de se fabriquer dans un laboratoire qui bloque ce mécanisme. Je vais donc essayer d'avoir accès au médicament. Et vous voyez, on le voit très bien, c'est une publication du New England. En moins d'un mois, l'ensemble des cellules cancéreuses, alors on ne voit peut-être pas très bien, c'était totalement éteinte. Et en 6 mois d'efficacité, on a eu une réduction tumorale majeure. Cette femme a senti l'importance, et c'est pour ça que c'est une belle histoire, a senti l'importance de ce qui se passait. Elle a passé son temps après à défendre cette pathologie, à défendre l'accès aux soins et à défendre la recherche pour qu'elle aille plus vite, pour que tout le monde puisse en profiter. Alors voilà le médicament qui a été inventé, c'est un médicament qui est très simple. Il va se fixer à cet endroit des récepteurs qui envoient des signaux de prolifération. Et quand il se fixe dans ce récepteur, eh bien, il n'y a pas de signaux de prolifération et du coup, les cellules tumorales arrêtent de fonctionner. C'est le principe, la plupart du temps, des thérapies ciblées quand on cible un oncogène. La première chose qu'on a montré avec ce médicament, vous voyez sur cette diapositive, là, c'était la courbe de survie des patients avec de la chimiothérapie. Là, c'est la courbe de survie avec les médicaments qui avait une importance majeure. Donc, première chose, on a trouvé un médicament qui fonctionne. Deuxième chose, on a appris à évaluer l'efficacité d'une autre manière. Et ça, pour nous, c'était très particulier. Quand on est habitué avec la chimiothérapie, quand vous avez une masse tumorale comme ça, qui grossit ou qui diminue en volume, vous savez si votre traitement fonctionne ou ne fonctionne pas. Avec ces médicaments, on a appris qu'une masse tumorale qui restait la même pouvait être en fait une très bonne efficacité du traitement, et ça pendant plusieurs années. Mais on pouvait aussi avoir, avec un même volume tumoral, l'apparition, vous voyez, d'une petite tache blanche, qui est en fait un clone de résistance au traitement. Et alors que la masse est identique, en fait, votre traitement commence déjà à ne plus être efficace. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne savait pas faire. Deuxième paradigme que l'on n'avait pas appris avec la chimiothérapie, ne jamais arrêter le traitement. Alors, pourquoi ça? Parce que d'abord, on a essayé, et que vous voyez sur cette diapositive, les patients qui continuaient le traitement rechutaient beaucoup moins que les patients qui arrêtaient le traitement. Le deuxième point qui était intéressant, c'est que contrairement à la chimiothérapie, ce type de médicament produit plutôt plus d'effets secondaires à l'introduction du médicament que dans le temps. Et vous voyez, là c'est l'importance des toxicités en fonction de la couleur par rapport au temps. Et on voit bien que plus on avance, c'est en semaines, hein, je vous rassure, c'est pas ni en mois ni en années, plus on avance, plus la toxicité a l'air de diminuer. Alors pourquoi elle a l'air de diminuer? Parce que d'abord on baisse un peu les doses, et puis il y a une adaptation du corps aux médicaments. Et ça c'était quelque chose d'important, parce que quand quelqu'un a reçu de la chimiothérapie, où il a vu que chaque cure était quelque chose de supplémentaire en termes de toxicité,
forcément, quand on commence un médicament et qu'il y a plein d'effets secondaires, la première chose qu'il dit, moi j'arrête, je ne tiendrai pas pendant quelques mois avec ce type de toxicité. Donc ça, c'était quelque chose de très important à relever. Et l'autre point qui était important, c'est qu'on pouvait, pour la première fois, doser dans le sang la quantité de médicaments et la corréler à l'efficacité du traitement. Non pas qu'on voulait vérifier que les patients prenaient les traitements, mais qu'on avait la possibilité d'avoir un marqueur biologique qui allait nous dire si ce médicament serait efficace pour les patients. Avec la chimiothérapie, ça ne marche pas du tout. Enfin, la biologie moléculaire guide le traitement. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que dans cette maladie, qui est très simple, même si elle paraît peut-être un peu compliquée, je vous ai parlé de la mutation de KIT, qui est le gène le plus fréquemment anormal. Mais vous voyez, il y a d'autres mutations sur d'autres gènes qui donnent aussi cette maladie, et chaque fois à des endroits différents. Un coup c'est l'exon 9, un coup c'est l'exon 11. Eh bien, quand on a regardé avec l'efficacité des traitements, il y a une corrélation directe entre le type d'exon et l'efficacité du traitement. Et il y a des malades qui ont besoin d'une double dose par rapport à d'autres, ce que l'on n'avait jamais vu non plus avec la chimiothérapie. On s'est rendu compte aussi que malheureusement il y avait des résistances secondaires, c'est-à-dire que alors qu'il n'y a qu'une mutation au départ, on la cible avec un médicament, on stoppe l'évolution, avec le temps, d'autres mutations apparaissent sur d'autres gènes, et de ces mutations-là émergent des résistances secondaires. C'est l'exemple de mutation de l'exon 17, par exemple, de l'exon 13, qui n'apparaissent que secondairement, qui nous impose à identifier des nouveaux médicaments pour toujours essayer de contrôler cette maladie. Elle nous a aussi montré quelque chose d'assez surprenant, et c'est là où on a fait intervenir les géographes, c'est que ces différents types de mutations étaient retrouvés dans des endroits différents de la planète. Et par exemple, en Europe, on a essentiellement des anomalies de KIT et des mutations de l'exon 9 et de l'exon 11. Au Brésil, on a essentiellement des mutations d'un autre gène qui s'appelle PD-L1, qui lui aussi induit des gistes qui ressemblent exactement à ceux d'Europe. Mais simplement, le driver moléculaire n'est pas tout à fait le même. Et dans notre région, on a aussi vu, par exemple, que la région d'Annecy, on a énormément de gistes avec des mutations de KIT exon 11, alors que dans la région ardéchoise, ce sont plutôt des mutations de KIT exon 9. Donc cette répartition géographique, elle est très importante parce qu'elle va impacter pour les médicaments, puisque je suis en train de vous dire qu'en fonction de la mutation, on va faire des médicaments différents. Donc c'est un point qui était important et qui fait qu'aujourd'hui, il y a de la géographie dans le cancer, parce qu'on a besoin d'eux pour déterminer où sont ces cancers. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une mutation pilote-forte? En fait, c'est assez simple. C'est une mutation quand elle est présente et qu'on la bloque, elle donne une efficacité thérapeutique très importante. L'exemple que je viens de vous donner, c'est ces tumeurs stromales avec une mutation de l'exon 11, on a 40 points. Quand on a une autre anomalie de KIT dans un autre cancer qui s'appelle le thymome ou le mélanome, vous voyez que quand on utilise le médicament, l'efficacité est très courte. Ça veut dire que cette mutation, elle est de passage et ce n'est pas elle qui va faire proliférer les cellules cancéreuses. On a d'autres exemples comme celui que je viens de vous raconter. C'est l'exemple de BRAF, c'est un autre oncogène qui est partagé par d'autres cancers. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais le cholangiocarcinome, le mélanome, ça c'était très connu, mais le sein aussi, le cancer de l'ovaire. Et vous voyez que quand on bloque ce médicament, c'est le taux d'efficacité. On voit que sur les cancers de l'ovaire, par exemple, ça marche très bien. Inversement, sur les cancers du côlon, ça ne marche pas du tout. Donc on a vraiment un partage de ces anomalies moléculaires dans différents types de cancers. Un autre exemple, je vais passer assez vite, NTRK, c'est une anomalie qui est oncogénique aussi. Alors elle est hyper rare, mais elle est hyper rare dans toutes les localisations. On en retrouve partout sur l'ensemble du corps, mais chaque fois elle représente, en dehors des sarcomes, entre 1 et 5%. Donc c'est des anomalies, vous imaginez, on a un médicament, l'entrectinib, qui marche très bien. Là, c'est l'ensemble des patients pour lesquels il y a un bénéfice, et vous voyez que finalement, il n'y a que 3 patients dans cette étude qui n'en ont pas profité. Maintenant, comment on va faire pour rechercher cette anomalie qui est présente chez 1% des cancers, de tous les cancers? Et ça, c'est un challenge réellement organisationnel
que la médecine personnalisée nous impose. Par contre, quand ça marche très bien. Et on aime beaucoup montrer ce scanner. Vous voyez, c'est une patiente qui a été opérée. Après l'intervention au niveau des poumons, ils sont tout noirs, ils vont bien. Malheureusement, on voit apparaître des nodules qui sont des métastases, on les voit peut-être mieux là. Et en 2 semaines de traitement, on a une quasi-disparition des lésions. Et vous voyez, au bout de 5 mois, on a toujours une disparition. Donc quand ça marche très fort. Les mutations pilotes faibles, c'est très compliqué. Aujourd'hui, très sincèrement, je ne vais pas vous emmener là-dedans. On n'est même pas, nous, tout à fait capable de vous expliquer vraiment comment on va réussir à tenir compte de ces informations pour tout un tas de cancers qui sont malheureusement concernés par ça. Et l'exemple du cancer de l'ovaire en est un. Donc, on a compris que c'était important de définir. Maintenant, ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est comment caractériser. Alors heureusement, on a des biologistes qui travaillent partout dans le monde, et notamment aux États-Unis, il faut le reconnaître. Le TCGA, tous les mois, nous sort la cartographie complète d'une tumeur, donc avec l'ensemble des anomalies, aujourd'hui de la cellule cancéreuse, mais aussi du micro-environnement dans lequel la cellule se développe. Je voulais peut-être vous parler d'immunothérapie, mais je n'aurai pas le temps. Il faudra que vous demandiez à quelqu'un d'autre de vous raconter, parce que c'est aussi un point d'importance. Donc on sait, on commence à les définir. Maintenant, comment on va faire pour les définir et comment on va faire pour proposer ces traitements aux patients? Et bien malheureusement, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Et quand on a commencé à faire ces essais thérapeutiques, je vous les ai listés sur cette diapositive. La première chose qu'on a vue, c'est que globalement, on a près d'un patient sur 2, quand on le teste, on va trouver quelque chose. On va trouver une anomalie pour laquelle on peut potentiellement proposer un traitement. Donc ça, c'est hyper encourageant. Au-delà du nombre, vous dites à un patient, je vais tester, j'ai une chance sur 2 de trouver quelque chose, c'est déjà beaucoup. Malheureusement, vous voyez, est-ce que le patient a réellement reçu le traitement? En fait, non. La plupart des essais jusqu'à présent, c'est seulement 11% des patients. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on utilise des panels qui s'améliorent avec le temps, mais au début, ces panels comportaient une recherche seulement de 20 gènes. Et puis, petit à petit, on est monté à 200. Actuellement, on est à près de 300. Mais en fait, on voit bien qu'on a besoin d'une cartographie complète. Et cette cartographie, aujourd'hui, mine de rien, elle coûte entre 800 et 5 000 euros. Donc, vous imaginez l'enjeu financier. Et là, à nouveau, je reparle de la structure pour pouvoir faire ça pour l'ensemble des patients. Et effectivement, on s'est aussi rendu compte que nous, on pouvait s'améliorer au-delà de l'aspect financier, au-delà des techniques. Pourquoi? Parce que quand on a fait cette étude, et on l'a fait au niveau français, on a enrôlé 3000 pratiquement patients dans cette étude, on a fait 2000 séquençages, on a trouvé 1000 altérations, on a pu faire des recommandations pour 600 patients, et au final, 143 seulement ont reçu le traitement. Pourquoi? Parce que d'abord, on a proposé ça trop tard. La première chose qu'il faut voir, c'est que ces anomalies, elles sont d'autant plus faciles à droguer, d'autant plus efficaces, qu'elles sont proposées précocement dans la maladie, et non pas quand un patient a reçu beaucoup de traitements. Il faut aussi qu'on augmente notre capacité à trouver des gènes, je vous l'ai dit. Il faut aussi utiliser du matériel tumoral de bonne qualité, et souvent, on a fait appel à la bibliothèque, c'est-à-dire l'endroit où on avait gardé les cellules cancéreuses, et souvent la qualité de la conservation n'est pas très bonne, et il faut peut-être aussi cibler en fonction des localisations, comme on l'a vu pour BRAF par exemple. Donc les mutations somatiques qui expliquent la prolifération tumorale sont nombreuses, elles sont aussi hétérogènes, vous l'avez vu par type de cancer, et elles sont potentiellement évolutives dans le temps. Donc ça, c'est quelque chose qui est compliqué pour nous. Et c'est pour ça que ça nécessite un suivi régulier et global. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on propose si facilement aux patients de nouvelles biopsies avec tout le coût physique que ça peut comporter. Maintenant, pour terminer, il faut aussi que je replace ça dans un problème d'organisation. On a des contraintes financières qui sont de plus en plus lourdes sur les structures et qui nous pèsent, même à nous médecins. On a par contre la chance d'avoir des réseaux experts,
des réseaux experts de médecins, des réseaux experts de patients, des réseaux experts de soignants et d'aidants, et ça c'est important. La prise en main des patients, je trouve, nous aide énormément, et aujourd'hui ce sont presque eux qui sont les plus écoutés. Donc il faut que vous soyez, malgré la pathologie pour ceux qui sont atteints de maladies évolutives, être encore plus actifs dans cette partie-là. Et je pense, pour rejoindre ce que disait Tanguy, que c'est aussi un endroit où on peut retrouver une énergie qui nous aide à affronter d'autres choses. Donc c'est un point d'importance. La population médicale est en évolution. Il y a malheureusement une désertification de la médecine, mais aussi un désintérêt de la recherche. Et ça, c'est quelque chose qu'on est obligé d'entendre. Vous l'avez vu à la télé encore la semaine dernière. C'est une réalité qui, je trouve, pèse sur le progrès et sur l'innovation, sans parler de la pression financière que j'ai déjà évoquée. Donc, la révolution multidimensionnelle, elle est là. Elle se fait dans un contexte hautement contraint. J'ai écrit « voire hostile » parce que parfois c'est une des limites de cette recherche, mais elle est plus une promesse, elle est une réalité. C'est une question que j'ai vue écrite sur le tableau. Il n'y a pas, j'essaie de réfléchir tout à l'heure dans la voiture, il n'y a pas une localisation tumorale sur laquelle je ne fais pas une analyse moléculaire pour à un moment donné de la prise en charge, pas toujours au même moment, décider d'un traitement en fonction de cette anomalie moléculaire. Donc je pense que c'est une réalité. Je vous remercie. Tout le monde était scotché sur Internet, rien qui bouge. Merci beaucoup. C'est parfait. Je pense que ça a beaucoup plu voilà, dans la salle et sur Internet. On a des retours. Voilà, c'était vraiment, ça a répondu, je pense, à beaucoup de vos questions. Est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle? Oui, vas-y. Très bien. J'ai l'impression de ne pas être sur la même planète. C'est-à-dire que ça fait 32 ans que je me bats contre la maladie, mais les thérapies ciblées, alors là, on m'a proposé, j'ai fait de la chimiothérapie. À la 3e séance, je me suis retrouvée aux urgences parce que, elle n'est pas adaptée à ma situation. Comme je suis victime de la radiothérapie, voilà, je me suis, je peux plus faire de chimio, je peux plus faire de radiothérapie, je peux plus faire de, même les interventions chirurgicales sont très dangereuses. L'hormonothérapie, c'est pareil, cardiotoxique. J'ai des problèmes cardiovasculaires, donc j'ai de l'ostéoradionécrose, bref, j'ai pas mal de trucs. Et la thérapie ciblée, on m'a proposé de refaire de la chimio, de refaire de la radiothérapie, par intrabim, je sais pas quoi. Voilà, si bien qu'actuellement, je suis dans une impasse thérapeutique pour un 2e cancer du sein. Alors, c'est vrai qu'il y a deux limites. Il y a aussi l'histoire. Et une grande partie de ces médicaments, aujourd'hui, ne sont pas remboursés en France. En plus, donc ça, il faut le savoir. Et chaque année, la liste s'allonge. Et malheureusement, c'est pas de fait forcément des gouvernements. On est toujours à chercher un fautif. Il y a aussi des décisions qui se font de manière arbitraire par les industriels. Et ça dépend aussi de quel moment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait la démonstration d'une efficacité dans une situation, prise en charge initiale, le médicament est remboursé en prise en charge initiale et ne l'est pas forcément en rechute, parce qu'en rechute, il n'a pas montré son intérêt. Et ça fait partie des choses qui sont compliquées. On peut avoir l'inverse.
Nous, il se trouve qu'on fait beaucoup de recherches, que ce soit dans les centres comme Curie ou le centre Lombera, et un des moyens de donner accès à cette innovation, c'est d'avoir beaucoup d'essais thérapeutiques, où même si le médicament n'est pas encore commercialisé, il est accessible aux patients. Donc c'est vrai qu'on augmente les chances, mais je suis d'accord avec vous, et vous n'êtes probablement pas la seule. Une thérapie ciblée existe pour tous les cancers, mais elle n'existe pas encore pour tous les patients. Et peut-être aussi ce que vous soulignez, c'est que vous aviez aussi des problèmes au niveau du cœur. Il ne faut pas oublier que les thérapies ciblées ont des toxicités. Parfois des toxicités au niveau rénal, cardiaque. Donc il y a aussi tout ça qu'il faut prendre en compte. Et de la même manière, la proposition d'un essai clinique, il y a aussi parfois des critères de pathologie autre. Donc c'est vrai qu'un antécédent de gros problèmes cardiaques peut faire que c'est compliqué de peut-être vous proposer aussi certains essais cliniques. Donc c'est vrai que c'est la globalité à prendre en charge et il y a des... Bon, ne pas oublier les effets secondaires de certaines thérapies ciblées aussi. Et il y avait une question qui rejoignait un petit peu les questions qu'on avait posées tout à l'heure, c'était sur l'hétérogénéité d'analyse génomique qu'on peut proposer en fonction des différents endroits en France. Est-ce qu'il y a des choses que tout le monde fait ou est-ce qu'il y a des choses justement qui sont spécifiques peut-être à certains endroits? L'hétérogénéité, elle existe entre nous déjà. Donc il ne faut pas voir ça comme un mot violent, un mot agressif. Je dis ça pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a quand même en France, pour l'instant encore, un système assez extraordinaire. Et l'Institut du cancer, par exemple, c'est une chance qui nous est vraiment donnée et qui fait des envies en Europe. L'Institut du cancer a mis en place des plateformes qui sont au nombre de 28. Ces plateformes s'occupent d'aller rechercher ces anomalies à partir du moment où le médicament est disponible en routine, pas pour la recherche. Donc vous avez une recherche équivalente pour ce qui est des gènes BRCA par exemple, qui donne accès à un inhibiteur de PARP, ou pour ce qui est de ALK, pour avoir accès à un médicament qui cible cette anomalie dans les cancers du poumon. Là-dessus, il n'y a pas d'hétérogénéité. Mais ces plateformes sont composées de chercheurs. Et les chercheurs, ils cherchent. Et donc, du coup, chacun d'eux a décidé de développer aussi en fonction de la typologie des patients. Dans le nord de la France, il y a beaucoup de cancers de l'œsophage. Dans le sud, il n'y en a pas du tout. Donc, les plateformes se sont organisées pour essayer d'étendre, pour trouver d'autres anomalies. Et de ce fait, on a une certaine forme d'hétérogénéité, mais qui est aussi une grande richesse de trouver des choses. Et moi, je pense qu'on va au contraire gagner du temps avec cette hétérogénéité. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est tout ce qui nous est proposé de commercial, et je le dis, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec les laboratoires Myriad ou autres, qui est totalement noir, c'est-à-dire on n'a pas de transparence, on ne sait pas ce qui est dedans, on vous donne un résultat, en vous disant votre tumeur, on l'a analysée, on vous a demandé X 1000 euros, on vous dit voilà ce qu'il faut que vous receviez, sans que vous sachiez ou sans que vous ayez l'expertise qui puisse vous être donnée par quelqu'un pour vous traduire ce qui a été trouvé. Et c'est là-dessus sur lequel pour l'instant je mets en garde les patients, parce que j'ai beaucoup de mes patients qui viennent me voir avec cette publicité en me disant est-ce que ça ne vaudrait pas le coup? C'est des coûts importants pour les familles qui sont bien évidemment prêtes à les porter. On est dans une demande d'espoir tous. Et méfiez-vous de la qualité de ce qui est fait. Et au final, je pense qu'à l'inverse de ce qu'on peut dire parfois, quand c'est gratuit, on a plus de chances que ce soit bien fait que quand c'est payant. Pas toujours le cas. Est-ce que j'ai répondu en partie? Je pense que oui, c'était très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle sur la médecine personnalisée? Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. J'avais une question qui était liée un peu à la remarque de la dame sur la radiotoxicité. Et je me demandais si avant aujourd'hui de passer une radiothérapie, on fait aussi des analyses génomiques pour voir les mutations qui induisent la radiosensibilité individuelle. J'avais lu du test d'apoptose lymphocytaire. Est-ce que c'est quelque chose qui est maintenant courant dans la pratique et qui peut adresser des malades à d'autres formes de radiothérapie, de protons avec des ions carbone, ou
ou ça se fait pas encore Ça se fait dans le cadre d'essais thérapeutiques. On n'a pas encore validé l'utilisation en routine. La question qui m'était posée, c'est est-ce qu'on a des tests pour déterminer la toxicité de la radiothérapie? En fait, on a plusieurs équipes, et notamment en France, qui ont effectivement, à partir notamment des sarcomes induits par la radiothérapie, identifié certains gènes qui pouvaient prédire cette toxicité qui est gravissime. Et du coup, on a essayé d'étendre aussi à la toxicité, ne serait-ce que la toxicité cutanée, que l'on voit quand on reçoit une radiothérapie thoracique pour un cancer du sein. Pour l'instant, tout se fait dans le cadre des essais thérapeutiques. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on va faire de la désescalade quand on va identifier. Et on a jusqu'à présent toujours augmenté la survie des patients atteints de cancer. Chaque année, on a gagné. C'est vrai que ça a été gagné avec des toxicités, avec des séquelles, je dirais à la sueur du front. Repartir en arrière, et notamment sur les populations jeunes, parce qu'en fait, on parle de Hodgkin, on parle de pathologies comme ça, c'est très compliqué. Donc il faut qu'on aille, on est obligé d'aller doucement. Et là, pour le coup, la désescalade, je suis confrontée à ça aussi dans certains types de cancers de l'ovaire. On reste extrêmement prudent. Parce qu'on a pris l'habitude de voir des gens guéris. C'est très compliqué pour le corps médical et le corps des chercheurs de repartir sur « mince, on s'est trompé ». Oui, non, je ne pensais pas à réduire la dose, mais plutôt à adresser le patient vers d'autres radiothérapies innovantes ou quand même qui sont de routine dans certains pays. Alors, ces radiothérapies innovantes, elles ont l'espoir de l'innovation, mais elles ont l'inconnu, la toxicité. Je vous donne l'exemple des inhibiteurs de PARP qui nous font tous rêver aujourd'hui par rapport à la chimiothérapie, mais ce qu'on ne connaît pas du tout, c'est leur risque leucémogène à long terme, alors que celui de la chimiothérapie, pour le coup, malheureusement, on le connaît bien. Donc, c'est vrai que basculer, il faut le faire, et il faut bien évidemment participer à cette recherche innovante. Il faut qu'elle soit très bien encadrée pour qu'on puisse traiter un minimum de patients pour avoir très vite la réponse, et non pas tout le monde n'importe comment et qu'on mette encore 20 ans avant de savoir quelle est la meilleure solution. Mais elle est en cours, hein, elle est en cours. Donc une deuxième question. C'était très intéressant et très court, effectivement, quand vous avez fait la représentation un peu du tout le paradigme des réactions métaboliques et cellulaires, tout ça autour de la cancérisation. Et justement, je suis concernée. La plupart des nouvelles thérapies, c'est dans l'immunothérapie, et donc il y a un lien avec les maladies auto-immunes. Et parce que récemment, mon rhumatome me disait qu'on ne pouvait pas traiter ma maladie auto-immune parce que ce serait un trop grand risque pour le cancer, et inversement, si jamais je métastase, on ne peut pas me donner de l'immunothérapie parce que j'ai des maladies auto-immunes, et que du coup ils auraient peur de me déclencher en plus d'autres, lupus, sclérose, machin, parce que mon risque est augmenté. Et du coup, alors que lui, il trouve mon cas fascinant dans le sens intellectuel, parce qu'il dit que les mécanismes entre la maladie auto-immune et le cancer sont intriqués. Hein. Enfin, je veux dire, moi j'ai pris des antitumoraux pour contre la spondylarthrite, et du coup, voilà, tout est lié parce que c'est un marqueur d'inflammation, et enfin c'est un agent primordial dans l'inflammation, et du coup, on se dit, bon, c'est tout lié, et en même temps, chaque traitement implique que l'autre doit être limité ou interdit, et du coup, c'est... Je pense, est-ce que ça, dans vos recherches, le côté immunologie, en fait, parce qu'en fait, moi, on me dit tout le temps, oui, mais cancer, ça prend le pas sur tout le reste, parce que c'est mortel. Certes, mais du coup, il y a d'autres implications en immunologie. Je ne suis pas tout à fait d'accord, le cancer prend sur tout le reste. C'est ce que j'observe, moi, dans ma prise en charge. Oui, mais il y a des cancers qui sont moins graves que certaines maladies auto-immunes. On est bien d'accord. La question posée, c'était l'importance de la prise en compte de la maladie auto-immune dans l'immunologie, dans le... La problématique des médecins, c'est de rester humble et de reconnaître qu'on ne sait pas tout. Et particulièrement avec l'immunothérapie, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Le deuxième principe, c'est de se rappeler qu'on est dans une démarche de ne pas aggraver, parce que les séquelles, il faudra les assumer pour le patient, et pas toujours avec le médecin.
je pense que ça, c'est un point d'importance. Et la troisième, c'est que quand on a du temps, c'est plutôt bon signe. Donc si vous êtes dans une situation, on n'est pas en train de faire une consultation, mais si vous êtes dans une situation où il y a des interrogations, je trouve en règle générale, quand je vois les situations comme ça, plutôt rassurante parce que ça veut dire qu'il y a peut-être une interpénétration effectivement entre votre maladie auto-immune et le risque de cancer qui fait que sans traitement, l'un équilibre l'autre. Et on a d'autres exemples comme ça où le déclenchement d'une maladie auto-immune a probablement participé par son hyperstimulation de l'immunité à une guérison ou tout du moins l'absence de reprise évolutive du cancer. Et ça, on n'a pas le droit de donner. On avait dit, j'avais pas le temps de vous parler de l'immuno, mais c'était très clairement, et il faudra que vous fassiez un sujet là-dessus, mais c'est très clairement un des points d'importance aujourd'hui, et on essaye de colliger plus d'informations encore qu'on ne le faisait dans le passé pour essayer d'aller plus vite, pour vous donner les réponses plus vite, mais on l'a pas. Et ça, il faut aussi accepter de le dire. Sur la page Facebook. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Merci. Sur la page Facebook, vous trouverez un Facebook Live qui a été fait au mois de novembre par le professeur Guérin-Guilly sur l'immunothérapie. Alors, il n'y aura pas forcément une réponse aussi spécifique à votre sujet, mais vous aurez une explication de comment est-ce que ça fonctionne. Et déjà, beaucoup de questions ont été posées pendant ce Facebook Live, et donc ça devrait déjà répondre à une partie de vos interrogations. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou sur le Facebook Live? C'était bon. Eh bien, merci beaucoup. Et donc, on va laisser la parole maintenant à Guillet, donc il va nous refaire une overview sur ce qui s'est passé depuis les 6 dernières années grâce à Sentinelle et puis les perspectives proches. Bonsoir à tous, déjà je suis ravie de vous voir. Je vais être courte parce que je pense que beaucoup d'entre vous nous connaissent. Vous êtes Sentinelle? Je ne connais pas, non, pas du tout. C'est la première fois que toute la vie qui m'a... Très bien, mais de toute façon je vais repasser par une petite explication de comment est-ce qu'on travaille. Mais, oui, merci, c'est un bon point ça. Est-ce que je vais savoir la structure? Bon. En tout cas, je vais vous expliquer rapidement comment est-ce qu'on travaille et surtout, je vais vous expliquer les résultats qu'on a parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont participé à des études et vous allez voir, c'est très efficace en fait. Donc, rapidement, quelle est notre vocation? Notre vocation, c'est de mettre les chercheurs et les citoyens directement en relation. Et je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionnait avant et comment est-ce que ça fonctionne toujours dans une certaine mesure et comment est-ce que ça fonctionne avec Sentinelle. Et ça, on le fait avec des outils très simples qui sont des outils digitaux et collaboratifs. Alors, comment est-ce que c'était avant? Avant, vous aviez des chercheurs qui passaient d'abord par des centres de soins pour avoir accès à des soignants qui, eux, avaient accès aux citoyens et la plupart du temps, d'ailleurs, à des patients. Et voilà, vous voyez le nombre d'intermédiaires, sachant que quand on passe par des soignants, ça peut prendre sur le temps de soins. Et parfois, c'est très important que ce soit des soignants, mais il y a plein de situations dans lesquelles on n'a pas besoin que ce soit le soignant qui porte l'information de la recherche. Donc voilà comment est-ce que ça fonctionnait. Et nous, comment est-ce qu'on fonctionne? Eh bien, on essaye de raccourcir cette chaîne et de faire en sorte que les citoyens et les chercheurs soient beaucoup plus proches les uns des autres. Et donc, vous vous inscrivez à notre base de données en nous donnant quelques informations sur vous. Et nous, ensuite, on vous envoie des emails chaque fois qu'un chercheur a besoin de Sentinelle pour participer à son étude. Alors, quels sont nos principes d'action? Parce que quand on dit ça, il faut quand même se fixer un cadre. Donc, pour nous, d'abord et avant tout, je dirais, le bien commun. On est à but non lucratif et on ne fait que du soutien de recherche académique. Ça veut dire que nous ne travaillons pas avec les laboratoires pharmaceutiques, pour vous dire ça autrement.
Ça ne veut pas dire que demain on ne travaillera jamais avec les laboratoires pharmaceutiques, mais on ne le fera que s'ils sont associés à de la recherche académique. Ce qui pour l'instant n'a jamais été le cas. Pour l'instant, on n'a travaillé qu'avec de la recherche académique. Ensuite, autre point très important quand on traite de données de santé, c'est la sécurité. Donc, tout notre système informatique a été construit en accord avec la CNIL pour qu'on s'assure au maximum de la sécurité de vos données. Et vos données sont hébergées chez un hébergeur de données de santé comme la loi nous le demande. La troisième chose qui est importante pour nous, c'est qu'on est ouvert à tous. Pour nous, ce projet, il est citoyen. Il n'est pas nécessairement un projet que de gens malades. Et il n'est pas non plus qu'un projet de femmes, même si vous êtes nombreuses ce soir. Pourquoi ? Parce que la recherche a besoin d'absolument tout le monde. Des gens qui ont été malades et des gens qui n'ont pas été malades. Elle a besoin des hommes et elle a besoin des femmes. Donc ce projet, même si notre nom est prête un petit peu à confusion, et on en a conscience, mais on attend de le changer, on est ouvert absolument à tous. Et enfin, le quatrième principe qui est extrêmement important pour nous, c'est que, et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est une relation. Donc il y a de la réciprocité. On ne veut pas que des chercheurs qui viennent récupérer de l'information, on veut que l'information circule entre les chercheurs et les citoyens. Ce qui veut dire qu'on veut que les chercheurs rendent des comptes aux citoyens sur les résultats de leur recherche. Alors, là, vous avez l'équipe, donc vous avez Marie derrière. Marie, tu peux... Voilà. Marie est la présidente de notre comité scientifique. Fabien, malheureusement, ne pouvait pas être là ce soir. Mais je suis sûre que vous serez d'accord pour dire qu'il a été avantageusement remplacé par Florence, qui ne s'est pas présentée, mais qui tu ne t'es pas présentée, non ? Non, c'est vrai. Mais qui est oncologue médical à l'Institut Curie et qui travaille avec nous, et je vous montrerai sur certains projets d'avenir. Et puis moi-même, donc on illustre exactement avec cette équipe ce qu'on veut, c'est-à-dire une alliance entre la société civile, les citoyens, moi, je n'ai aucune formation scientifique, et les chercheurs. Alors, combien est-ce qu'on est aujourd'hui ? On est 31 700, avec une grande majorité de gens qui n'ont pas été malades, ce qui est qu'à moitié surprenant, puisqu'en fait, la réalité, c'est qu'on n'est pas à 25% de la population ou 27% de la population à avoir eu un cancer. Donc il y a une surreprésentation des gens non malades et il y a une surreprésentation des femmes aussi. Et vous êtes extrêmement engagés. Donc là, je ne vais pas vous lire l'intégralité des chiffres que j'ai mis là, mais ça, ce sont les résultats de l'étude que nous, on appelle le baromètre, qui est une étude qui est disponible en ligne et qui vous est souvent proposée quelques semaines après votre inscription. Et c'est une étude qui nous permet, nous, de mieux vous connaître et de mieux connaître vos motivations. Donc je vais peut-être prendre un exemple. Vous êtes 87% à être prêts à vous déplacer dans un centre de soins pour rencontrer un chercheur et faire des tests. Et ça, les chercheurs vous le diront, pour eux, c'est épatant de lire ça. Et je vais vous dire même, une des premières études qu'on a menées chez Sentinelle est une étude qui a été menée par un centre qui s'appelle Ambroise Paré, qui est à Paris, et qui demandait à ce que des sentinelles viennent pour tester un appareil sur la mesure de la douleur. Donc nous, quand on a lu ça, on s'est dit, oh là là, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on fasse déplacer des gens pour aller souffrir. Alors, ce n'était pas tout à fait vrai, ce n'était pas exactement ça, mais ce n'était pas très facile de distinguer ce qui allait être vraiment de la souffrance ou non. Et bien, en fait, on a triplé leurs attentes en termes de personnes qui se sont portées volontaires, ils n'en revenaient pas. Donc quand on dit vous êtes extrêmement motivés, et merci. Et vous êtes une communauté aussi qui s'engage, je vous en ai fait la preuve ce soir. Vous êtes aussi très présents et très actifs sur Facebook. D'ailleurs, j'en profite pour saluer ceux qui nous regardent via le Facebook Live. Et puis une activité qu'on fait un petit peu moins ces derniers temps, mais qu'il faudrait qu'on reprenne, qui est la formation d'équipes Sentinelles dans les courses qui existent déjà sur le cancer, enfin pour lutter contre le cancer, lever des fonds, qui vous permet de vous rencontrer. En tout cas, une communauté qui est engagée.
Alors, pourquoi est-ce que nous vous sollicitons? Nous vous sollicitons pour deux types d'études principales. Les études cliniques, et on en a eu une dernièrement qui a été menée au mois de novembre, pour laquelle on a recruté 1800 personnes, qui est une étude qui s'adressait aux femmes non malades pour tester le dépistage personnalisé du cancer du sein. Donc on fait des études dites cliniques, et puis on fait aussi beaucoup des études en sciences humaines et sociales. Et ça peut donner lieu soit à des recrutements, ce que nous on appelle un recrutement simple, c'est-à-dire un recrutement où après vous allez prendre directement contact avec le chercheur, soit des recrutements où vous allez répondre à des questionnaires en ligne. Alors, combien d'études ont été menées sur le site depuis 6 ans? Il y a eu 28 études. Et ça a généré plus de 30 000 inclusions de citoyens dans des études. Je pense que, alors moi aussi, avant de travailler sur la recherche, ces chiffres ne m'auraient pas parlé, mais je peux peut-être faire témoigner les chercheurs sur le fait que ces chiffres sont significatifs, mais vraiment significatifs. Et si on regarde à l'échelle de 2019, eh ben il y a eu 10 000 nouvelles participations à des études sur 2019. Et là, je ne tiens compte que de gens qui se sont engagés pour une nouvelle étude. Je ne tiens pas compte de toutes celles, et vous êtes peut-être dans la salle à participer à une étude qu'on appelle FERIC, qui est une étude qui étudie la fertilité et des femmes malades et des femmes non malades, et qui est une étude qui dure sur plusieurs années, et où on a eu encore 3 ou 4 000 participations cette année. Donc ça veut dire qu'on a eu 10 500 nouvelles participations cette année, ce qui est absolument extraordinaire. Et on le fait sur des populations assez diverses, puisque vous le voyez, on a recruté 950 femmes ayant eu un cancer du sein infiltrant pour répondre à des questions sur combien de temps il leur avait fallu pour être complètement prises en charge. On a eu 1700 femmes non malades, et c'est ce que j'évoquais là, sur l'essai clinique pour évaluer le dépistage personnalisé du cancer du sein. Et puis là, à la fin de l'année, une étude qui était menée par Myriam, qui est là au premier rang, sur un questionnaire sur les objets connectés pour comprendre comment est-ce que les objets connectés pouvaient participer à votre prise en charge, en particulier avec votre médecin généraliste. Et c'était une étude qui s'adressait à tout le monde, vous avez été 2300 à répondre. Là encore, ce sont des chiffres, les chercheurs en général n'en croient pas leurs yeux. Et je vais prendre l'exemple de FERIC pour vous montrer qu'en général, on dépasse très largement les attentes et des chercheurs. Alors FERIC, c'est cette fameuse étude sur la fertilité où on compare la fertilité des femmes entre 18 et 43 ans qui ont eu un cancer du sein ou qui n'en ont pas eu un. La chercheuse qui est en charge de ce projet, Anne-Sophie, nous avait demandé 750 femmes témoins. Ce qu'on appelle un témoin, ce sont des femmes qui n'ont pas été malades, et 250 femmes malades. Alors, les 750 témoins, on les a eus en 24 heures. Les femmes malades, on les a eues en 10 jours. Et on a terminé l'étude avec 793 femmes malades et 4300 femmes témoins. Là encore, c'est extraordinaire. Ça ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche, le fait que vous vous engagiez comme ça. Mais ce n'est qu'un début, le meilleur est à venir, toujours, c'est un principe. Et je vous disais tout à l'heure, on a fait beaucoup de participation, et on voudrait qu'il y ait de plus en plus de collaboration. Et c'est quelque chose sur lequel Marie travaille. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voudrait que vous puissiez, vous citoyens, participer de plus en plus en amont des projets de recherche. Que vous soyez impliqués dans la manière dont les études sont construites, les problématiques qui sont posées, que vous ayez votre mot à dire. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'on partage le savoir. Et on le fait comme dans les conférences telles que vous avez aujourd'hui. On essaye autant que possible de partager le savoir. On le fait aussi via des Facebook Live. Mais on voudrait encore aller plus loin. Et à ce sujet, on a une formation qu'on appelle une formation, nous, patients-chercheurs, puisque c'est une formation réciproque, où à la fois les patients vont former les chercheurs et les chercheurs vont former les patients, qui va avoir lieu à Lyon. Donc j'en parle, c'est d'autant plus. Et il reste une place
Et cette formation a lieu les 6 et 7 février. Si vous êtes intéressé pour participer à cette formation, c'est à Myriam qu'il faut parler. Myriam, elle est enceinte de 8 mois, vous ne pouvez pas la rater. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Il reste une place pour cette formation qui aura lieu les 6 et 7 février et qui est vraiment là justement pour partager les savoirs. Et puis partager les résultats encore plus. Je vous le disais, pour nous c'est un principe d'action, c'est encore quelque chose qu'on a du mal à mettre en place. Pas par mauvaise volonté de la recherche du tout, mais parce que on ne vit pas dans les mêmes espaces temporels. Et souvent, vous participez à une étude, à une année donnée, et les résultats ne vont arriver que 3, 4, 5 ans après. Et c'est... Voilà, votre téléphone va pouvoir vous en dire beaucoup aux chercheurs sur votre activité physique effective. Deuxième projet d'avenir, donc ça, Lydia, on pense quoi? On espère quoi? Juin. La deuxième chose, c'est que jusqu'à présent, on ne vous a interrogé que de manière ponctuelle. On vous suit, alors dans certaines études, on vous suit un peu dans le temps, mais on vous interroge étude par étude. On vous a jamais pris à un point et puis après suivi pendant 5-10 ans. Et on se dit que ça pourrait être intéressant, c'est-à-dire de continuer à faire des études ponctuelles, mais aussi de vous suivre sur des plus longues périodes, et en particulier sur des sujets de prévention. Et quand je dis prévention, on pense souvent aux gens non malades, mais en fait la prévention, il y a des préventions pour tout. Et il y a aussi une prévention dite secondaire ou tertiaire qui s'adresse plus à des gens qui ont été malades, et où la prévention, c'est la prévention de la rechute. Et donc ça, c'est Florence qui travaille sur ça avec nous, pour que demain, on vous offre un peu des deux. On vous offre la possibilité de participer à des études ponctuelles, mais aussi la possibilité de participer de manière plus régulière pour qu'on comprenne mieux les mécanismes de la prévention. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'être venus ce soir. Si vous avez des questions, je les prends volontiers. Et sinon, je remercie Clara qui nous permet d'organiser ce pot de l'amitié que vous voyez là-bas. Est-ce qu'il y a des questions ? Voilà. J'ai commencé chez Sentinelle le 18 mars 2014. La raison pour laquelle, c'est que l'étude était prévue concernant les cancers et les implants mammaires. Et j'ai jamais eu les réponses. Vous pouvez me les donner, les réponses? Non, je ne peux pas vous les donner. Exactement malheureusement pour les raisons que j'évoquais. C'est-à-dire que ça prend du temps. Ça prend du temps. Alors, je n'ai pas exactement cette étude en tête, mais on peut s'en parler peut-être tout à l'heure pour que je puisse redemander aux chercheurs exactement quand est-ce qu'on pourra avoir les... et je ne les ai pas toutes en tête. Mais je peux tout à fait leur demander plus spécifiquement, mais c'est une des difficultés à laquelle on est confronté indéniablement. Ça fait 6 ans, ouais. Et vous pensez qu'on va patienter en combien d'années? Je ne sais pas répondre à cette question. Je ne sais pas répondre. Mais je peux redemander à les chercheurs. Et je comprends que vous me posiez cette question, et c'est une vraie difficulté pour nous. Ça ne veut pas dire que c'est inutile. Ça veut juste dire que ça prend du temps. Et je vous montrais tout à l'heure les excellents résultats de Sentinelle, et c'est aussi une des difficultés à laquelle on est confronté, c'est-à-dire qu'avant, pour recruter le nombre de personnes, et je pense à Féeric parce que je vous ai montré les chiffres, mais pour recruter le nombre de personnes, il fallait parfois plusieurs années. Et donc les chercheurs avaient prévu leur budget de telle manière à ce que les analyses, ils les fassent dans plusieurs années, puisqu'ils savaient que le recrutement allait prendre du temps. Et en fait, notre système est tellement nouveau qu'ils n'avaient pas forcément anticipé, et que souvent quand on leur offre les résultats très rapidement, ils nous disent « Oh, mais j'ai pas les ressources là tout de suite pour les analyser ». Un détail d'importance, vous aviez besoin de 400 volontaires.
Et vous avez trouvé 400 volontaires? Alors ça, on peut le vérifier ensemble. Je peux regarder. Je ne Moi, les ai pas suis toutes en tête. très intéressée Moi, j'ai eu un cancer du sein. Et surtout, l'histoire des implants, il y a eu un début d'étude qui s'appelait l'étude Lucie. Et elle n'a jamais été faite, même si ils avaient récupéré pas mal d'argent, ceux qui voulaient faire cette étude. Et on manquait de personnes en France qui voulaient participer à cette étude. Ça me paraît un peu grave. En réalité, nous, la France, on est en Europe. Si on demandait à tous les pays en Europe, je pense qu'on trouverait beaucoup de femmes porteuses d'implants qui ont eu des cancers. Certainement. Et on pourrait, quand on cherche, on trouve, hein, tout simplement. Certainement. Après, vous voyez, nous, la question de l'Europe, c'est une question... Alors, je ne connais pas très bien l'accord Lucie. Je sais qu'elle a existé. Enfin, je sais que l'étude a... Alors, je sais qu'il y a eu ce projet-là, mais alors là, moi, personnellement, je ne connais pas très bien ce sujet-là. Par contre, la question de l'Europe et la question que vous posez sur les volontaires, eh ben, c'est exactement ce à quoi on essaye de répondre avec Sentinelle, parce qu'effectivement, il y a plus de personnes qui répondent aux critères de chercheurs que de personnes qui répondent. Et il y a une vraie dissociation entre les deux. Et ensuite, la question de l'Europe n'est pas si simple. Parce que nos modes de prise en charge sont différents, nos politiques de santé sont différentes. Et passer d'un pays à l'autre, c'est moins simple qu'il n'y paraît malheureusement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ben, écoutez, je vous invite, du coup, Facebook, on va vous laisser. Bonne soirée.